Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour la remise des diplômes de l'une des meilleures universités du monde. Je n'ai jamais été diplômé de l'université. À vrai dire, c'est ce qui se rapproche le plus d'une remise de diplôme universitaire. Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout. Pas grand-chose. Juste 3 histoires. La première histoire consiste à relier les points. J'ai abandonné l'agroécologie après les 6 premiers mois, mais je suis resté, en tant qu'étudiant occasionnel pendant, environ 18 mois avant de vraiment abandonner. Alors pourquoi ai-je abandonné? Cela a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante diplômée, célibataire, et elle a décidé de me faire adopter. Elle était convaincue que je devais être adopté par des diplômés de l'université, et tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf que lorsque je suis né, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, ont donc reçu un appel au milieu de la nuit leur demandant « Nous avons un petit garçon inattendu. Le voulez-vous » Ils ont répondu « Bien sûr ». Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire, et que mon père n'avait jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Elle a refusé de signer les papiers définitifs de l'adoption. Elle n'a cédé que quelques mois plus tard, lorsque mes parents ont promis que j'irais un jour à l'université. Et 17 ans plus tard, je suis allé à l'université. Mais j'ai naïvement choisi une université qui était presque aussi chère que Stanford, et toutes les économies de mes parents de la classe ouvrière ont été dépensées pour payer mes frais de scolarité. Après 6 mois, je n'en voyais pas la valeur. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de la façon dont l'université allait m'aider à le découvrir. Et j'étais en train de dépenser tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. J'ai donc décidé d'abandonner, et de croire que tout irait bien. C'était assez effrayant à l'époque, mais avec le recul, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Dès que j'ai abandonné mes études, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires, qui ne m'intéressaient pas, et commencer à m'inscrire à ceux qui semblaient intéressants. Ce n'était pas si romantique. Je n'avais pas de dortoir, alors je dormais par terre dans les chambres des amis, je rendais des bouteilles de Coca-Cola, pour obtenir les 5 centimes de consigne, avec lesquels j'achetais de la nourriture, et je faisais les 10 kilomètres à pied à travers la ville, tous les dimanches soirs, pour avoir un bon repas par semaine au Temple Krishna. J'adorais ça. Et beaucoup de ce que j'ai découvert par hasard en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avéré inestimable par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. À l'époque, l'agroécologie offrait peut-être les meilleurs cours de calligraphie du pays. Sur tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir, était magnifiquement calligraphiée à la main. Comme j'avais abandonné mes études, et que je n'avais pas à suivre les cours normaux, j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à le faire. J'ai appris à connaître les caractères avec et sans empattement, à varier la quantité d'espace entre les différentes combinaisons de lettres, à comprendre ce qui rend une bonne typographie excellente. C'était beau, historique, artistiquement subtil d'une manière que la science ne peut pas saisir, et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait le moindre espoir d'application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, lorsque nous avons conçu le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu. Et nous avons tout conçu dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais pas suivi ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu de police de caractères multiples, ou de police à espacement proportionnel. Et comme Windows n'a fait que copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait. Si je n'avais jamais abandonné mes études, je n'aurais jamais participé à ce cours de calligraphie, et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de relier les points en regardant vers l'avant, lorsque j'étais à l'université. Mais c'était très, très clair en regardant en arrière 10 ans plus tard. Encore une fois, vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez le faire qu'en regardant vers l'arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose, votre instinct, le destin, la vie, le karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais laissé tomber, et elle a fait toute la différence dans ma vie. Ma deuxième histoire concerne l'amour et la perte. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce que j'aimais faire très tôt dans la vie. Woz et moi avons créé Apple, dans le garage de mes parents, quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur, et, en 10 ans, Apple, qui n'était alors que 2 jeunes dans un garage, est devenue une entreprise de 2 milliards de dollars employant plus de 4000 personnes. Nous venions de sortir notre meilleure création, le Macintosh, 1 an plus tôt, et je venais d'avoir 30 ans. Et puis je me suis fait virer. Comment pouvez-vous être viré d'une entreprise que vous avez créée? Eh bien, au fur et à mesure qu'Apple se développait, nous avons engagé quelqu'un que je trouvais très talentueux, pour diriger l'entreprise avec moi, et pendant la première année environ, tout s'est bien passé. Mais ensuite, nos visions de l'avenir ont commencé à diverger, et nous avons fini par nous brouiller. Le conseil d'administration s'est alors rangé de son côté.
Donc à 30 ans, j'étais viré. Et très publiquement. Ce qui avait été le centre d'intérêt de toute ma vie d'adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Je n'ai vraiment pas su quoi faire pendant quelques mois. J'avais l'impression d'avoir laissé tomber la génération précédente d'entrepreneurs, d'avoir laissé tomber le bâton qu'on me passait. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce, et j'ai essayé de m'excuser d'avoir autant merdé. J'étais un échec très public, et j'ai même pensé à m'enfuir de la vallée. Mais quelque chose s'est lentement imposé à moi. J'aimais toujours ce que je faisais. La tournure des événements chez Apple n'avait rien changé à cela. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et donc j'ai décidé de recommencer à zéro. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais il s'est avéré que me faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Cela m'a permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai créé une entreprise appelée Nex, une autre appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire, qui allait devenir ma femme. Pixar a créé le premier long métrage d'animation par ordinateur au monde Toy Story, et est aujourd'hui le studio d'animation le plus prospère au monde. Dans un remarquable retournement de situation, Apple a acheté Nex, je suis retourné chez Apple, et la technologie que nous avons développée chez Nex est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Lorraine et moi avons une merveilleuse famille ensemble. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas été renvoyé d'Apple. C'était une médecine de mauvais goût, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie vous frappe la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est aussi vrai pour votre travail que pour vos amours. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous pensez être un travail formidable. Et la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas de cela. Comme pour toutes les questions de cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Et, comme toute bonne relation, elle ne fait que s'améliorer au fil des ans. Alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous la trouviez. Ne vous contentez pas de ça. Ma troisième histoire concerne la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci: « Si tu vis chaque jour, comme si c'était le dernier, un jour tu auras certainement raison. » Cela m'a marqué, et depuis lors, pendant les 33 dernières années, je me suis regardé dans le miroir chaque matin, et je me suis demandé, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et chaque fois que la réponse a été non pendant trop de jours consécutifs, j'ai compris que je dois changer quelque chose. Me rappeler que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Parce que presque tout, toutes les attentes extérieures, toute la fierté, toute la peur de l'embarras, ou de l'échec, ces choses s'effacent devant la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se rappeler que l'on va mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que l'on a quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. Il y a environ 1 an, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai passé un scanner à 7h30 du matin, qui a clairement montré une tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était un pancréas. Les médecins m'ont dit qu'il s'agissait presque certainement d'un type de cancer incurable, et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus de 3 à 6 mois. Mon médecin m'a conseillé de rentrer chez moi, et de mettre de l'ordre dans mes affaires, ce qui est un code médical, pour dire préparez-vous à mourir. Cela signifie essayer de dire à vos enfants tout ce que vous pensiez avoir les 10 prochaines années, pour leur dire en quelques mois seulement. Cela signifie qu'il faut s'assurer que tout est prêt, pour que ce soit aussi facile que possible pour votre famille. Cela signifie qu'il faut faire ses adieux. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard dans la soirée, j'ai subi une biopsie, on m'a enfoncé un endoscope dans la gorge, dans l'estomac, et dans les intestins, on a introduit une aiguille dans le pancréas, et on a prélevé quelques cellules de la tumeur. J'étais sous sédatif, mais ma femme, qui était présente, m'a dit que lorsqu'ils ont examiné les cellules au microscope, les médecins se sont mis à pleurer, parce qu'il s'agissait d'une forme très rare de cancer du pancréas qui peut être guéri par la chirurgie. J'ai été opéré, et je vais bien maintenant. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort, et j'espère que ce sera le cas pour quelques décennies encore. Ayant vécu cette expérience, je peux maintenant vous dire ceci, avec un peu plus de certitude, que lorsque la mort était un concept utile mais purement intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les personnes qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est bien ainsi, car la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. Elle est l'agent de changement de la vie. Elle élimine l'ancien, pour faire place au nouveau.
Pour l'instant, le nouveau, c'est vous, mais un jour, dans pas très longtemps, vous deviendrez progressivement l'ancien et serez éliminé. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est tout à fait vrai. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme, qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une certaine manière, ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il existait une publication étonnante appelée The Waller's Catalogue, qui était l'une des bibles de ma génération. Elle avait été créée par un certain Stuart Brand, pas très loin d'ici, à Menlo Park, et il lui donnait vie avec sa touche poétique. C'était à la fin des années 1960, avant l'arrivée des ordinateurs personnels, et de la publication assistée par ordinateur, donc tout était fait, avec des machines à écrire, des ciseaux et des appareils photo Polaroid. C'était un peu comme Google en livre de poche, 35 ans avant que Google n'apparaisse. C'était idéaliste, et débordant d'outils soignés, et de grandes notions. Stewart et son équipe ont publié plusieurs numéros de The Waller's Catalogue, puis, une fois le projet terminé, ils ont publié un dernier numéro. C'était au milieu des années 1970, et j'avais votre âge. Sur la 4e de couverture de leur dernier numéro, figurait la photo d'une route de campagne au petit matin, le genre de route sur laquelle vous pourriez faire de l'autostop, si vous aviez l'âme d'un aventurier. En dessous, il y avait les mots « Restez affamé »,« Restez fou », c'était leur message d'adieu. Restez affamé, restez fou, et j'ai toujours souhaité cela pour moi. Et maintenant, alors que vous êtes diplômé pour un nouveau départ, je le souhaite pour vous. Restez affamé, restez fou. Merci beaucoup à tous.